par message. D'abord, félicitations à M. Brahim Zitouni, pardon. Félicitations à Ibrahim Zitouni. C'est un modèle de développement qui mérite d'être présenté dans toute sa plénitude. Et j'invite Omar Bessaoud et M. Benchetouf à s'y intéresser. Et ça vient de la part du docteur Rachid Ben Issa, ancien ministre de l'Agriculture, qui est membre fondateur de la Fondation Filaha. Et donc, on aimerait bien peut-être entendre M. Bessaoud, M. Benchetouf, concernant le projet que M. Brahim Zitouni a présenté et qui me semble vraiment être dans les corps de l'évolution et du travail qui a été fait dans le domaine des investissements dans le Sud. Oui. Oui, M. Bessaoud. Oui. Merci. Merci. Je ne sais pas pourquoi ça me concerne, je veux dire, de m'intéresser au modèle, je veux dire, présenté par notre ami Ibrahim Zitouni. Ceci dit, dans l'ouvrage qui va sortir, il y a tout un papier, justement, qui montre ces perspectives qui sont ouvertes aussi par l'agriculture oasienne, qui sortent des sentiers battus et qui permettraient vraisemblablement, enfin, vraiment, sur le plan technique, c'est jouable. C'est un ingénieur agronome qui a fait ce papier sur justement le développement de filières sucrières à partir et de dérivés, je veux dire, de produits comme d'autres produits, la production de vinaigre et le produit de fourrage à partir du palmier dattier. Il y a dans cet ouvrage donc cette possibilité de diversifier, de développer aussi toute cette filière. Bien sûr, ça mérite réflexion. Mais il y a, et ça, c'est par rapport à la question de je crois que c'est Demergy, je connais, si c'est bien le même, notre ancien collègue et ami de Dina. Bien sûr que la question de l'eau est une question stratégique, c'est même l'une des questions les plus importantes et c'est celle qui a fait débat lorsqu'on a réfléchi sur cette agriculture à grande échelle. Tout à l'heure, Baïs a un petit peu analysé, exposé les résultats des études concernant justement cette disponibilité en eau, la question justement de la durabilité, elle est vitale. Hein. Vous savez, l'OSS, c'est une organisation quand même qui est sérieuse, qui est une organisation régionale, de scientifiques, qui, depuis des années, plus d'une vingtaine d'années, même à l'aide d'outils satellitaires, suivent l'évolution de ces ressources profondes, du continental intercalaire ou du complexe terminal. Et les perspectives sont sombres, c'est-à-dire que si on continue à exploiter, alors là, Baïs soulignait que c'était une étude de 2014 en fait, et qui a été publiée en 2015. Entre-temps, les forages se sont multipliés. On a dans les perspectives et les projections, en l'an 2050, entre 2050, enfin, je ne sais pas si c'est 2050 ou 2100, un risque de disparition de toute trace de vie dans le Sahara. Si on continue au rythme d'exploitation de la ressource. Aujourd'hui, on est en déficit structurel, c'est-à-dire que les consommations ne compensent pas les renouvellements, et comme l'a souligné, il a rappelé cette étude qui est une étude, c'est une thèse en fait qui date d'il y a une dizaine d'années, qui montre qu'il y a un renouvellement à hauteur d'1 milliard de mètres cubes par an. Aujourd'hui, on est à 7-8 milliards de mètres cubes qui sont tirés, qui sont exploités. Voilà un peu, c'est vraiment le gros problème. Alors, moi, j'ai fait le plaidoyer, et je crois que c'est important parce qu'on a quand même 30 ans, 40 ans même je veux dire, depuis les années 80, on a cette expérience de mise en œuvre d'une agriculture nouvelle, puisque la première agriculture saharienne, c'est l'agriculture oasienne. Elle est, je veux dire, elle a prouvé. Bon, elle est en crise. Elle est, certains disent, dans une impasse. Pas tout à fait. Mais comment aujourd'hui agir
pour que cette première forme, historiquement parlant, d'agriculture saharienne, puisse être, je veux dire, conservée, consolidée, développée, parce qu'elle réunit toutes les conditions, et elle l'a montré dans l'histoire, justement de la durabilité, une gestion parcimonieuse de la ressource en eau. Bon, reste aujourd'hui, et c'est possible, certains l'ont montré, tout à l'heure M. Bouchentouf en a parlé, d'autres études le montrent, il est possible de faire de faire et de conjuguer ces formes historiques, cette forme historique, de la développer en mobilisant les moyens les plus modernes. La pollinisation mécanique, j'en sais rien, moi, des sélections, mais du point de vue du socle, c'est-à-dire le palmier dattier est je veux dire, c'est la base fondamentale. Les cultures étagées pour la reproduction de la fertilité des sols, et même sur le plan économique, puisque vous avez, avec une même eau qui est utilisée pour le palmier, une irrigation qui est utile pour les arbres fruitiers, les productions végétales, y compris les productions. On a toujours un petit bétail avec du sorgho, du maïs sur les petites exploitations asiennes. Enfin, moi, je l'ai observé, je veux dire, j'ai observé il y a 30 ans, tout le temps, on avait, je veux dire, une production fourragère, certes, à échelle familiale, mais aujourd'hui, on a les capacités, les possibilités, avec une nouvelle technique d'exploitation des eaux, etc. Mais il faut, à mon avis, conserver le socle, c'est-à-dire le palmier dattier, les associations, production végétale, production animale, et puis regarder, parce que moi, enfin, je veux dire, c'est une observation pour le travail fait sur Gazitou, il y compris l'exploitation de M. Hadjad. Bah, écoutez, on n'a aucune donnée économique. Ça coûte combien pour produire un quintal de céréales dans le sud? Quel est le coût? Sans je veux dire, les soutiens de l'État, sans les bonifications, c'est une agriculture qui ne tient pas. Bien sûr qu'il faut l'envisager, les soutiens, il faut les envisager. Mais il faut voir comment répartir ces soutiens de façon à la fois équitable et puis que ça puisse assurer véritablement une efficacité, une durabilité des ressources et du même coup, quand on parle ressources naturelles aussi, la pérennité des sociétés oasiennes. Voilà. Merci. J'ai été long là, hein. Excusez-moi. Ouais. Oui, moi, dans le prolongement de ce cas, c'est-à-dire décrit par Omar, donc Là, j'ai rien, quoi. le palmier, là, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire dans les régions sahariennes, ou bien je vais dire le Sahara algérien, le Sahara, il y a un arbre qui est, c'est-à-dire, c'est lui, je vais dire, le pivot de l'agriculture, c'est le palmier dattier. C'est le pivot de l'agriculture saharienne. Et c'est un gisement important, comme l'a souligné M. Zitouni. J'ai essayé de travailler, j'ai fait pas mal de travaux. Ils sont dans le congélateur, je vais essayer de les sortir, puisqu'il y a M. Zitouni, il est là, avec l'encouragement de notre ministre, M. Ben Issa, hein, et c'est Omar, et bien sûr même avec d'autres. Et comment? Il est 17h. Il est 17h. Oui, non, mais je vais terminer vite. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et là, tu m'accordes 10 minutes? Je viens. Oui. Je viens avec toi. Donc la valorisation, elle est faisable, puisqu'elle est faite déjà à titre artisanal au niveau des oasis, chez des familles. J'ai visité ça, j'ai vu. Moi, j'ai lancé au niveau du projet. Au niveau du projet, j'ai testé un liquide que j'ai préparé tout seul la première fois. J'ai pris des fibres à la maison, je les ai chauffées à une température, etc. Je les ai laissées de côté, les fibres du palmier dattier. Et une autre quantité que j'ai, c'est de la recherche, hein, je fais de la recherche, après il y a l'action.
Et après, des fibres où j'ai mis dans de l'eau pendant 3 mois, d'autres pendant 6 mois. Je suis parti à Oran, je me suis déplacé dans un laboratoire, on a fait des analyses et on a trouvé, donc, pour l'azote, il y avait 412 12 mg de litre, par litre, 412 mg par litre d'azote. Et le potassium, il y avait 174 mg. Et j'utilise depuis maintenant la 2e année comme biofertilisant ce liquide qui est préparé au niveau de la microferme. Donc ça, c'est un premier déjà atout. Et il y a de très bons rendements. J'ai jamais utilisé, déjà je suis contre que si tu fais un agroécologique, pas de pesticides, pas c'est-à-dire de produits chimiques. Le deuxième aussi, avec le moringa que j'ai développé, il y a pas mal de questions sur le moringa tout à l'heure. Donc j'ai aussi testé, il y a d'autres agriculteurs qui l'ont fait. J'ai ramené des graines du Burkina Faso que j'ai planté et après 4 semaines, donc vous avez déjà les feuilles. Donc, et ça favorise l'apport d'azote. Et donc, on peut faire aussi, c'est-à-dire des biopesticides avec, surtout avec d'autres, avec le Nîmes, etc. Bon, le Nîmes, on n'a pas ici. Et c'est intéressant aussi pour les apports d'entretien efficaces pour les engrais foliaires. Là aussi, j'ai aussi testé sur les planches un liquide compost aussi. Théoriquement, c'était à 5 heures. Avec la paille, donc avec du fumier et avec comment on appelle ça, les déchets du palmier dattier. Et aussi, ça donnait de bons résultats. Et encore un autre biostimulant que j'ai utilisé, donc j'ai ramené aussi de France avec une société française donc, qui m'a soutenu pour faire des essais, c'est le Trilis et le Chrysalis. Donc c'est le biochar, c'est du carbone écologique qu'on utilise pour construire, pour fabriquer un sol qui est, je vais dire, stérile. Je prends l'exemple du sable où il y a 0 élément. Et au niveau de la microferme, donc j'ai pris des planches de 15 mètres carrés, c'est comme des pots de fleurs, où j'ai construit un substrat à partir donc d'amendements organiques et à partir donc de ce biochar, soit le Trilis, soit le Chrysalis. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est le terrain, il faut aller sur le terrain. Aussi l'expérience donc en Irak, c'était en 86, je me rappelle, j'avais visité à Bassora une grande usine où ils fabriquaient du sucre. C'était du sucre à partir des déchets de dattes. C'était même pas les dattes, c'est les dattes qu'on trouve, c'est les dattes communes, les variétés, c'est-à-dire les écarts de tri. Ils fabriquaient du sucre, du vinaigre, de l'éthanol. Il y a même du café à partir des noyaux et surtout donc l'éthanol qu'on importe et le sucre qu'on peut produire avec si on se lance dans la valorisation des sous-produits, c'est-à-dire des produits du palmier dattier et même des sous-produits du palmier dattier. Voilà, parce que c'est très long, c'est-à-dire c'est des termes qu'on peut après dissocier et faire des ateliers, je vais dire pratiques, des ateliers techniques où on pourra c'est-à-dire échanger sur. Merci, M. Bouchentouf, de votre intervention et nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant. Il reste une dernière question qui est adressée à M. Meklich. Qui est devenu le programme développé par la Banque mondiale avec le CDRS qui travaillait beaucoup avec votre université? C'est M. Meklich. Là, je ne le connais pas. Hein. Non, honnêtement, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Qui est devenu le programme développé par la Banque mondiale? C'est une question de... Non, il a confondu. Non, il a confondu l'INRA et l'INA. L'INRA, effectivement, a bénéficié d'un programme de l'IFOA, c'est important. L'INA, c'est la formation, non pas. C'est la recherche. Là. Oui. Encore, même pas la recherche, parce que CEDAR, ce n'est pas la recherche, c'est le développement, c'est la planification. D'accord. Amine, le seul programme qui a été débloqué par la Banque mondiale a été versé au compte de l'ITGC dans ses premières expériences de céréaliculture au niveau du Sud. Voilà, c'était dans les années 80. C'est le seul programme. Mais oui, non, je ne connais pas. Oui.
Bon, je pense qu'on est arrivé quand même à la fin. Là, s'il y a peut-être une dernière question, Monsieur Baïs, peut-être concernant le mémorandum, le travail qu'on est en train de faire, les prochains peut-être webinaires qu'on va développer au niveau de la Fondation Fidaha. Il y a des questions très importantes qu'il faut peut-être lister. Et je pense que ce système de communication, d'abord entre nous déjà, et entre les gens qui souhaitent intervenir et qui souhaitent participer à ces rencontres, c'est vraiment très ouvert. Donc, qu'en pensez-vous, Idir, puisque c'est vous qui avez ouvert, vous allez nous donner une petite conclusion de ce webinaire. Activez votre micro. Voilà. Non, je crois que bon, l'agriculture des régions sahariennes, hein, pour rester dans le sujet, est un sujet, j'allais dire, inépuisable. Après, je pense que la grosse difficulté, c'est qu'on est en train de se chercher depuis l'indépendance quel modèle de développement pour les régions sahariennes. Et on n'a pas trouvé. On est allé sur les grandes, les petites, les moyennes, les micros, les mini. Et je pense, mais pour trouver, il faut qu'il y ait, j'allais dire, un consensus. Il faut aussi qu'il y ait une discussion avec l'ensemble des parties prenantes, comme on dit. Monsieur Meklish l'a si bien évoqué, la recherche, par exemple, l'université, et pratiquement travaille en parallèle par rapport aux préoccupations du terrain, aux préoccupations des agriculteurs sur le terrain. Et quand ils sont consultés, c'est juste qu'est-ce que vous pensez d'eux. Donc là, il y a un gros travail, à mon avis, de discussion, de consensus, d'échange. Et puis, il faut aller aussi dans le détail. Comme on dit, le diable est dans le détail. Donc, il faut aller dans le détail avec les grands spécialistes. En fait, on a tous les ingrédients. Il suffirait juste de trouver quel est le forum de discussion pour qu'on puisse aller loin, parce que là, on est, c'est vrai, quelques experts, quelques chercheurs, etc. Mais il y a aussi la société civile, il y a aussi les associations, il y a aussi le genre qui est très important, hein, qu'on évoque quasiment jamais. Il y a les changements climatiques qui vont bouleverser complètement notre univers, hein, aussi bien dans le sud, mais aussi dans le nord. Moi, j'ai eu l'occasion de lire les études sur le changement climatique au Maroc. Ça fait froid dans le dos, hein, et on est juste à côté. Hein. Donc, voilà un peu le... On va continuer à discuter, on va continuer à échanger, c'est sûr, mais on aimerait bien que ces échanges, puissent se formaliser dans un cadre périn aussi, un peu comme l'eau, il faut que ça se pérennise, et que aussi, à un certain moment, passer à l'action. Parce que sans action, à mon avis, c'est bien, c'est sympathique d'échanger, mais sur le terrain, si rien ne se passe, ça risque d'être compliqué. Hein. Peut-être juste une précision par rapport à ce que dit Hadj Hani tout à l'heure. Moi, ce que j'ai compris, c'est un détail, hein, mais c'est quand même important de le dire, sur l'Office de développement des zones sahariennes, cet office a été créé pour accompagner les investisseurs pour les grosses exploitations. Ça ne concerne pas les petites et moyennes exploitations, notamment sur lesquelles moi j'ai beaucoup insisté, parce que je pense que l'installation de jeunes agriculteurs, là je fais un peu le plaidoyer, et à mon avis, la pierre nodale pour développer notre agriculture, pour la moderniser, pour injecter de la technologie, parce que l'agronomie, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de sciences dans un milieu, bien sûr, sociologique, culturel, historique aussi, à prendre en charge. Si on fait cette greffe, à mon avis, on aura déjà fait un grand pas. Très bien, merci Idir. Bon, on est arrivé à la fin là. Je pense que Ah oui. on discutait encore. C'est pas la fin, c'est Ben Sman, c'est le début. C'est le Voilà, début, c'est la fin, mais c'est le début, on continue. Tant que la pandémie est là, je pense que les webinaires seront importants pour nous, pour se réunir
Et nous avions toujours des forums, effectivement, et des réunions dans notre fondation Filahat tous les samedis avec pas mal d'experts et des adhérents, enfin, des gens. Et là ben, bien sûr, nous inaugurons un système qui pourrait être. Alors, maintenant, il faudrait choisir des thématiques sur lesquelles on peut effectivement avancer pour le bien de notre agriculture en général, parce que il n'y a pas que l'agriculture saharienne, elle est importante bien sûr, mais toute l'agriculture et l'agro-industrie, parce qu'il y a un grand volet de l'agriculture en amont. Les industriels veulent des investissements, veulent utiliser les matières premières locales, et ça, c'est aussi notre objectif vraiment important pour développer cette agriculture performante pour l'agro-industrie. Donc, je vous remercie tous, les intervenants, les panélistes, et surtout tous les auditeurs qui ont été très actifs avec leurs questions. Mais bon, on ne pouvait pas tout traiter. Pas répondre. Il y a quand même un enregistrement qui est fait, et les gens qui n'ont pas pu nous joindre sur la plateforme de Facebook vont recevoir automatiquement l'enregistrement de ce webinaire, et tous les participants. Amin. Oui, Amin. Je termine. Je termine. Amin. Monsieur Hadjani intervient toujours à la fin. Non, c'était pour donner, c'était pour annoncer le prochain webinaire et le sujet sur lequel il doit porter. Ça, c'était en quelque sorte. Hein? Et c'est pour une anecdote pour M. Neklis qui avait soulevé les opportunités qui étaient offertes aux universités et qui ne sont pas saisies justement de ces opportunités. Il y a quelques années de cela, l'université de Belabel, c'est dans le département d'agronomie, qui détient plus de 70 hectares. Nous l'avons, avec une ferme, bien entendu, une ferme d'élevage. Nous leur avons proposé, Filaha leur avait proposé, en quelque sorte, un projet de céréaliculture et en même temps d'élevage et de fourrage. Les discussions ont été entamées pendant 3 ans sur 2 recteurs successifs, de 2016, 2017, 2018 et 2019, pour aboutir à une chose qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et deuxièmement, disposant justement d'un potentiel agricole et en même temps, je dis bien, d'un ensemble d'outils qui datent du siècle dernier, que nous devions présenter en quelque sorte comme outils anciens. Ces gens-là, que ce soit le département d'agronomie ou bien l'université tout entière, malgré la bonne volonté du recteur, n'ont pas pu démarrer ce projet. Allez, pour anecdote. En ce qui concerne le prochain webinaire, on aurait souhaité qu'on entame évidemment cette agriculture de montagne pour déborder un petit peu sur l'élevage pastoral. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, merci pour ce programme. Et de toute façon, c'est des thèmes qu'on est en train d'étudier avec un petit mot de M. Borkalem qui voudrait lancer un appel avant de partir. Je peux dire un mot, M. Bensman? Oui. Hein? Je voulais dire quelque chose. C'est l'occasion, nous avons plusieurs participants qui viennent de l'étranger, qui nous écoutent. Je voudrais lancer un appel en disant que par l'intermédiaire de la Fondation Filaha, on pourrait développer un certain nombre beaucoup de partenariats entre des Algériens et des étrangers. Et là, la Fondation Filaha peut jouer un rôle d'interface. Merci. Écoutez, je dois vous quitter. Je m'excuse de vous. J'avais pris des engagements. J'ai l'anniversaire de ma petite fille, et donc désolé de vous quitter. Oui, merci pour tout. Je salue tous nos amis et tous ceux qui m'ont écrit.
Et au plaisir de recollaborer avec vous, M. Benseman. À Et bientôt. on attend de pied ferme, bien sûr, tous l'édition qu'on a. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis bon, même la discussion sur l'agriculture saharienne et mise à votre disposition, si vous voulez, en contactant la Fondation Filaha. Moi, je pense qu'il faut aller vers cette tradition, justement, de webinaire pour aussi les résumer, inciter à des contributions et laisser des traces écrites. Laissons des traces écrites, laissons des ouvrages. Voilà, je pense que c'est possible. Nous l'avons fait. On peut encore sortir une deuxième édition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très bientôt à tous. Au revoir, M. Zitouni, M. Ben Salah, professeur Miklish, Baïs, Bouchantou et Kamal Ben Salah et M. Hadjani aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Salam alaikum.